Alors même que l'on sait qu'il y a eu des think tanks, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, qui, en novembre 2019, faisaient des simulations sur la propagation d'un virus généralisé répandant une pandémie. Coronavirus et Bill Gates. Les questions sans réponse. Actuellement, le coronavirus tient le monde entier en haleine. Depuis le 5 mars 2020, toutes les écoles et universités en Italie sont fermées pendant une semaine. Le nombre de malades augmente chaque jour, les vacances sont annulées en raison de l'incertitude. Le coronavirus est-il un produit du hasard ou pourrait-il même être une arme biologique ? Les incohérences concernant l'origine et la propagation du coronavirus soulèvent d'autres questions et sont vivement débattues. Par exemple, Bill Gates avait-il préalablement connaissance de la pandémie actuelle? En effet, il existe certains liens entre les coronavirus et la fondation Bill et Melinda Gates. Mais écoutez par vous-même. Premièrement, coronavirus est le terme générique désignant un groupe de virus sur lesquels différents instituts effectuent des recherches et des modifications génétiques. Le Purbright Institute, entre autres, possède un brevet pour un de ces virus. Cet institut est financé par la fondation Bill et Melinda Gates, entre autres. Selon des revues scientifiques, les brevets sont importants pour des vaccins potentiels. La fondation Bill Gates poursuit-elle vraiment des objectifs altruistes en brevetant les coronavirus? Ou se pourrait-il qu'on crée d'abord un problème, génère une réaction et offre ensuite une solution? Deuxièmement, Bill Gates et sa fondation ont déjà réalisé une simulation d'une pandémie de coronavirus le 18 octobre 2019 sous le titre Event 210, en français Événement 201. La simulation a été réalisée en collaboration avec le centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire et le Forum économique mondial à New York. Cette simulation portait sur la façon dont des décideurs politiques, des autorités, des chefs d'entreprise et des experts sanitaires luttent ensemble contre un coronavirus non contrôlé. Un scénario de 65 millions de morts dû à une pandémie fictive de coronavirus. Le centre Johns Hopkins, critiqué, a récemment publié une déclaration sur sa page d'accueil. Il n'avait pas prédit 65 millions de décès pour la pandémie actuelle, même si leur exercice contenait un tout nouveau coronavirus. Est-ce que tout cela n'est que coïncidence et théorie de conspiration? Ou bien y a-t-il un lien entre l'épidémie de coronavirus en 2019, le brevet de coronavirus et l'exercice Event 201? Troisièmement, le 18 octobre, le jour même où la fondation Bill Gates a réalisé la simulation du coronavirus 201, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques militaires de 2019 s'est tenue à Wuhan. Quelques semaines plus tard, les premiers cas de coronavirus ont été signalés près du marché de Wuhan. Des articles sur des sites web chinois populaires accusent désormais les athlètes américains d'avoir propagé le virus. Le virus aurait été créé par la CIA pour affaiblir la Chine. En fait, le centre sportif et l'hébergement des 200 soldats américains ne sont qu'à quelques kilomètres du lieu de l'apparition de l'épidémie. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence et une théorie de conspiration? Ou le 18 octobre 2019 était-elle une date prévue pour le début d'une pandémie mondiale? CLA TV est votre chaîne de reportage gratuit et non censurée. Nous soulevons les questions que le courant dominant ne pose pas ou ne doit pas poser. Il semble désormais acquis que les personnes les plus jeunes, disons en dessous de 30 à 40 ans, ont un taux de mortalité faible de l'ordre de 0,2%, c'est-à-dire de l'ordre d'une grippe classique. Et d'ailleurs, les plus jeunes, les moins de 10 ans, les enfants, auraient quasiment aucun taux de mortalité, les poumons étant justement tout jeunes. En revanche, le taux de mortalité commencerait à s'élever à partir de 50 ans. Les 50-59 ans auraient un taux de mortalité de l'ordre de 1 à 1,5%. Les 60-69 ans, un taux de mortalité de 3,5%. Les 70-79 ans, un taux de mortalité de l'ordre de 8%. Et les plus de 80 ans, un taux de mortalité qui serait de l'ordre de 15%. Donc une forte croissance de la mortalité à partir de 70 ans. Même pour les plus de 80 ans, ça fait quand même 85% des gens qui en guérissent. Ce sont des données qui sont encore sujettes à beaucoup d'évolutions, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas forcément non plus quelles sont toutes les personnes touchées. Et peut-être ces taux devront-ils être révisés fort heureusement à la baisse. Maintenant qu'on a ce panorama, il faut, je crois, se garder à la fois d'un excès de panique et aussi d'un excès d'angélisme, et de croire qu'il ne s'agirait de rien.
Pourquoi ça? Parce que la question qui se pose, quand cette grippe va-t-elle se répandre? C'est le premier point. Et quels vont être les moyens mis à disposition par les États pour y répondre? Du fait de cette longue incubation et du fait de son taux de réplique qui est peut-être supérieur, de reproduction qui est peut-être supérieur à celui d'une grippe classique, il ne faut peut-être pas, hélas, mettre de côté une hypothèse tragique qui serait qu'il y ait finalement beaucoup de gens qui soient touchés. Je rappelle d'ailleurs que la grippe fait en France 8 000 à 12 000 morts par an, ce qui n'est quand même pas rien. C'est même quelque chose de très élevé. Ça pourrait être le cas du coronavirus. Au moment ce soir, 9 mars, on apprend qu'il y aurait 1400 et quelques personnes touchées en France et, selon les statistiques, entre 25 et 30 morts, ce qui ferait d'ailleurs quelque chose comme à peu près 2,5 à 2,8% de taux de mortalité. Certains diront, à juste titre, que 25 morts par rapport aux milliers de morts que cause la grippe chaque année, c'est très peu et que certains peuvent dire on en fait finalement beaucoup dans les médias. Oui, sauf que il s'agit du début de la pandémie. Il n'y a pour l'instant eu que 1400 personnes diagnostiquées. Or, il est peut-être possible que nous soyons au début d'une augmentation brutale, comme, hélas, on le constate en Chine ou en Italie, qui est aujourd'hui devenu le deuxième pays le plus touché au monde, après la Chine. Au rythme actuel, avant-hier, le nombre de personnes infectées avait été diagnostiqué avec 200 personnes en plus. Et puis, aujourd'hui, il y a eu 280 personnes en plus. Et donc, il n'est pas exclu qu'au cours des semaines qui viennent, eh bien, on franchisse rapidement le cap des 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 personnes infectés. Imaginons que ça puisse atteindre ce qui est un peu dans tous les esprits, dans toutes les mémoires, c'est cette grippe, ce qu'on appelait la grippe espagnole, qui avait frappé la France et d'ailleurs une grande partie du monde. C'était devenu une pandémie. Une pandémie, c'est lorsqu'une maladie se répand au niveau planétaire, qu'on a appelé la grippe espagnole et qui s'est répandue en 1918-1919. À la différence de ce qui s'est passé il y a 100 ans, on puisse rapidement mettre en œuvre une prophylaxie et des soins médicaux. La prophylaxie, d'abord, c'est que le ministère de la Santé, le gouvernement, a indiqué toute une série de gestes barrières, comme on dit, se laver les mains le plus souvent possible, utiliser des gels hydroalcooliques si nécessaire, éviter de serrer les mains et de faire la bise. Il faut éviter aussi de leur postillonner au visage, et puis il faut en gros garder une espèce de distance de sécurité d'environ 1 mètre, voilà, pour faire preuve de ce qu'on appelle des gestes barrières. Si vous éternuez, vous devez éternuer dans un mouchoir en papier et le jeter immédiatement, ou bien éternuer en détournant la bouche et en éternuant sur vos vêtements dans le creux de votre coude, comme recommande le gouvernement. Il faut également éviter de se toucher les yeux, la bouche et les narines. Ça, c'est la prophylaxie. La guérison elle-même, eh bien, on a beaucoup parlé de tentatives avec de la chloroquine qui pourrait être intéressant à utiliser. Certaines médecines douces, certaines personnes, à titre préventif, utilisent tel ou tel remède. Et quelque chose qui a l'air de bien fonctionner aussi, c'est de la vitamine C à haute dose, qui, paraît-il, est quelque chose qui permet d'éviter la contagion ou en tout cas de limiter les effets. C'est d'ailleurs la vitamine C, une vitamine dont le rôle est souvent sous-estimé, comme d'ailleurs l'ensemble des vitamines. Et je ne suis pas du tout médecin, mais de ce que je crois savoir, c'est de toute façon bon pour la santé, surtout en période d'hiver, de renforcer ses défenses immunitaires avec justement bien des cocktails de vitamines. Il faut bien les choisir, il faut qu'ils soient de qualité, mais de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E, les vitamines B1, B2, B3, du zinc, du magnésium. Enfin tout ça, ça fait partie de l'entretien du corps, notamment la vitamine D quand il n'y a pas de soleil. Tout ça, c'est important pour essayer de bien passer l'hiver. Ce sont des conseils de bonne loi que vous trouverez un petit peu partout et que je m'applique d'ailleurs moi-même, puisque tous les hivers, je prends souvent des compléments alimentaires avec des vitamines pour essayer justement de me maintenir en forme. Il y a également donc d'autres formes de guérison possibles. C'est avec donc peut-être la chloroquine, peut-être aussi avec un vaccin dont on nous dit qu'il serait en cours de préparation. La crainte que l'on peut avoir, c'est qu'il y ait une augmentation vraiment très rapide au cours des semaines qui viennent du nombre de personnes infectées, donc du nombre de personnes en insuffisance respiratoire, en particulier les personnes de plus de 70 ans, et qui, elles, nécessiteront d'avoir recours à des services d'urgence. Or, c'est là
que le bât blesse. C'est qu'il est à craindre qu'il y ait une augmentation brutale du nombre de recours des services d'urgence et que ceux-ci ne soient pas à la hauteur des événements. C'est de ce point de vue-là que l'on peut être inquiet, parce que si il y a un engorgement des services d'urgence, il y a de plus en plus de personnes que l'on fait venir aux services d'urgence, ceux-ci seront débordés. Il faut notamment ventiler les malades qui sont en détresse respiratoire. Et puis, cet engorgement des services d'urgence, non seulement il y aura sans doute des personnes que l'on ne pourra pas prendre dans les services d'urgence, mais il y a également les malades qui sont malades de toutes autres infections, je ne sais pas, qui nécessitent une appendicectomie ou qui nécessitent une fracture ou un anévrisme, une rupture d'anévrisme, etc. Des gens qui ont vraiment besoin de services d'urgence, tout ça risque de se télescoper. Il y a donc un véritable problème que nous avons sous les yeux, c'est l'insuffisance d'investissement dans les hôpitaux publics et dans les services d'urgence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette crise du coronavirus arrive au pire moment, puisque du fait de restrictions budgétaires considérables année après année, eh bien, les hôpitaux publics, les hôpitaux en général et les services d'urgence en particulier sont dans une situation catastrophique. J'en ai souvent parlé. Je rappelle que la France et les Français, plutôt que d'investir dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, également dans l'entretien de ces routes, de ces autoroutes, de ces ouvrages d'art, dans l'entretien de ces écoles, ou dans la construction de logements sociaux, eh bien la France dépense chaque année 14 milliards d'euros pour aller construire des ponts en Croatie ou pour aller donner de l'argent au gouvernement ukrainien. On en revient toujours aux mêmes histoires qui consistent justement sur le nerf de la guerre. Où va l'argent des Français? Et nous allons donc avoir là un jugement terrible qui va se porter sur le gouvernement, sur les gouvernements qui ont mené la France dans cette situation. C'est pour ça que moi je ne suis pas de ceux qui attaquent spécialement le gouvernement actuellement sur des mesures qui auraient tardé à être prises, parce qu'on peut considérer que, évidemment, au début, c'était un peu difficile. L'histoire de confiner des populations, certes, on aurait pu faire comme essaye de faire maintenant l'Italie ou la Chine, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire, mais qu'aurait dit le peuple français, sachant qu'on est déjà dans une situation sociale épouvantable? Il n'est pas sûr que ce soit dans l'esprit des Français d'accepter de se faire enfermer. Et puis, l'expérience historique montre que c'est assez difficile de lutter contre ça. Donc moi, je n'en veux pas trop au gouvernement pour avoir, dans un premier temps, un peu pataugé, d'ailleurs toujours un peu pataugé. Je lui en veux pour l'insuffisance des investissements publics dans les services d'urgence et dans les hôpitaux publics, et ceci depuis de nombreuses années. Ça n'est pas seulement Macron qui est en cause, c'est également Hollande, c'est également Sarkozy, c'est également tous ceux qui se sont pliés aux injonctions des rapports de la Commission européenne qui exigent de couper toujours plus dans les budgets de la santé et dans le budget de l'État. Parmi les coupes d'ailleurs qui ont été effectuées, il y a aussi l'insuffisance criante de produits de première nécessité. Je pense notamment au gel hydroalcoolique. J'ai essayé d'en acheter ce soir à Paris. C'est absolument introuvable. Il est absolument introuvable dans quelques grandes surfaces ou pharmacies à Paris intramuros de trouver du gel hydroalcoolique. Tout a été dévalisé. Il n'y a donc eu aucune prévention. Il n'y a pas de stock stratégique. Alors même que l'on sait qu'il y a eu des think tanks, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, qui, en novembre 2019, faisaient des simulations sur la propagation d'un virus généralisé se répandant une pandémie. Ça veut dire que de ce point de vue-là aussi, il y a eu une impréparation de ce gouvernement. Le plus incroyable étant aussi la question des masques. Les masques que l'on doit porter pour éviter de propager les virus sont tous fabriqués en Chine. Or, en Chine, on n'importe plus rien de Chine. Ça veut dire que les stocks stratégiques ont été largement dilapidés. Il y avait eu, je crois, au moment de l'affaire du SRAS, 500 millions de masques qui ont été, je crois, vendus petit à petit. Et maintenant, il faudrait taper dans les stocks stratégiques. Je crois qu'il reste quelques dizaines de millions de stocks stratégiques que le gouvernement semble vouloir garder au cas où la situation empirerait. Mais ça veut dire que, normalement, dans un pays bien géré,
il faudrait prévoir qu'il peut y avoir des épidémies, des pandémies, parce que cette affaire de coronavirus n'est pas la première. Il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS, il y a eu la H1N1, la grippe porcine. Donc depuis le début des années 2000, on voit se répandre des pandémies, plus ou moins graves, plus ou moins arrêtées en cours. Et ça veut dire qu'il n'y a eu aucune réflexion de l'État pour avoir des stocks stratégiques, le moment venu, de gel hydroalcoolique, de vitamine C, de chloroquine, de masques, par exemple, qui pourraient être entretenus, c'est-à-dire des produits d'ailleurs qui seraient pérennes, qui ne sont pas des produits dont la durée de validité serait très courte. Cette affaire de coronavirus pose également une autre question. C'est la question, eh bien, justement, de la mondialisation des échanges, de la mondialisation généralisée. Parce que pour qu'il se soit répandu en quelques jours, disons en l'espace de 3 ou 4 semaines depuis la Chine jusque notamment en Europe occidentale, ça veut bien dire qu'il y a des échanges extraordinairement nombreux et nourris avec la Chine. Le fait que nous n'ayons pas en France, sauf erreur de ma part, de fabricants de masques et que la plupart des masques de protection soient fabriqués en Chine témoigne d'une insuffisance de réflexion stratégique, de la même façon que je crois savoir que les uniformes qui sont portés par la police sont fabriqués plus ou moins au Maroc, que certains éléments des uniformes fabriqués pour telle ou telle arme sont fabriqués dans des pays asiatiques. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux parce qu'un chef d'État doit toujours avoir à l'esprit que les choses peuvent être graves et qu'il faut qu'un pays puisse avoir à tout moment son autosuffisance alimentaire, son autosuffisance vestimentaire et d'une certaine façon son autosuffisance médicale.